Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission, une émission spéciale puisque je vous l'avais annoncé hier soir. Je reçois sur ce plateau le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, Gabriel Foy. Avec lui, nous ferons un petit tour, bien sûr, de la situation au niveau de l'artisanat, au niveau des entreprises, notamment des très petites entreprises artisanales, mais aussi nous parlerons de cet aspect économique et nous verrons comment est-ce qu'il va falloir aborder le 11 mai, puisque c'est très bientôt, c'est déjà la semaine prochaine, et voir un petit peu comment les choses vont s'organiser. Vous pourrez bien sûr lui poser des questions au numéro de téléphone qui s'affichera sur votre téléviseur. Et puis, nous avancerons ainsi avec notre invité, Gabriel Foy. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Boisset. Bonsoir, les téléspectateurs de Canal 10. Et surtout, bonsoir aux artisans des îles de Guadeloupe. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord rendre un hommage à 3 personnes. Tout d'abord, M. Hugues Labrador, qui vraiment était un très très grand mécène, qui était quelqu'un très humble, très respecté dans le monde associatif, le monde culturel et aussi dans le monde du spectacle. Et sincèrement, ce soir, je souhaite à ses enfants toutes mes condoléances. Deuxième personne ce soir, c'est surtout, il n'est plus à présenter, c'est M. Clotaire Bouékas, qui nous a quittés dernièrement. Donc, un bon Quimbéred, force et courage à Jérôme Bouékas et Rodi, l'autre frère. Et surtout à notre sénateur, Victorin Lurel, et à sa femme Francette, un bon courage aussi à eux dans ces moments difficiles pour le décès de leur fils unique en plus. Donc, à toutes ces personnes, un bon courage, bon Quimbéred, je suis de tout cœur avec eux. Et surtout sans oublier les 13 personnes aussi qui ont décédé du Covid en Guadeloupe. Aussi, c'était des héros par rapport à leur famille. Donc, à toutes ces personnes, sincèrement, un bon courage, un bon Quimbéred pour que cette crise et ce virus partent le plus vite possible et encore ne fassent pas plus de décès que ça dans notre île de Guadeloupe. Donc, merci encore Madame Boisset de m'avoir invité ce soir. J'aimerais tout d'abord rappeler le poids économique de l'artisanat pour un petit peu mieux comprendre l'impact de la crise en Guadeloupe. C'est vrai que l'artisanat représente quand même, on est quand même à 17 729 artisans. C'est réparti dans plusieurs catégories. Il y a l'alimentation qui est quand même de 10%. On a le bâtiment qui représente 44%. On a la fabrication. Donc, fabrication, c'est de la couture, c'est les cordonniers qui représentent 21%. Ensuite, on a le service qui représente la coiffure, l'esthétique, qui est de 25%. Donc, cette crise, en fait, en Guadeloupe, c'est vraiment une crise qui est mondiale, mais qui nous impacte de plein fouet. Donc, aujourd'hui, je viens pour effectivement expliquer un petit peu la problématique que nous rencontrons, nous artisans, parce que depuis cette crise au sein de la Chambre des métiers, depuis le 17 mars, nous avons mis en place une équipe de 15 agents pour répondre aux besoins et aux demandes des artisans qui étaient vraiment nombreux. Alors avant d'arriver à cette crise, permettez, Gabriel Foy, qu'on puisse faire un petit retour. Alors, quel était, avant cette annonce de la pandémie de Covid-19, quelle était la situation déjà du secteur de l'artisanat en Guadeloupe? Alors, avant la crise, effectivement, le secteur de l'artisanat fonctionnait tant bien que mal. Vous savez, bon, on dit quand le BTP va, tout va. On a quand même un CHU qui est en construction, donc on a quand même le BTP qui fonctionne, on a le service, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, ces secteurs-là fonctionnent, les esthéticiens, les coiffeurs. On avait quand même des difficultés, il ne faut pas se cacher, ou quand même où il y a des très petites entreprises qui avaient des petits soucis au niveau des charges sociales et fiscales. Donc, on a fait plusieurs réunions justement avec les services de l'État en ce sens pour trouver des solutions avant la crise.
Nous étions pareil aussi au sein de la Chambre des métiers avant la crise. Nous étions en perte de vitesse parce que nous avons perdu aussi les frais de taxes de Chambre des métiers. Donc, la Chambre, il fallait qu'il retrouve un second souffle pour passer un nouveau cap avec les artisans et pour mieux les accompagner. Est-ce qu'on peut dire que la Chambre était vraiment en grande difficulté financière avant cette crise de Covid-19? Oui, quand même, la Chambre était en difficulté. Pourquoi? Parce que quand vous avez perdu plus de 460 000 euros de taxes de frais de Chambre de métier, sur un budget quand même, vous avez la partie CFA, qui est entre 4 et 5 millions d'euros, et vous avez la partie Chambre de métier. Donc, on avait un budget de plus de 9 millions. Effectivement, quand vous amputez plus de 460 000 euros, ce qui veut dire que ça met quand même un trou dans la trésorerie. Donc, il fallait trouver des solutions. Avec le ministre des Outre-mer, qui est le représentant avec le député Olivier Servat, nous avons fait plusieurs réunions pour trouver des solutions pérennes pour l'Outre-mer. Ensuite, notre chambre CMA France, notre tutelle, nous a vraiment aidé, tous les Outre-mer, pour justement compenser un petit peu cette perte. Donc, à octroyer entre 100 à 150 000 euros chaque département, et le reste, normalement, aurait dû être versé par le ministère des Outre-mer. À ce jour, je vais rester honnête avec vous, à ce jour, nous attendons toujours l'autre partie pour combler un petit peu cette perte-là. C'est l'occasion d'activer un petit peu plus, puisque c'est le moment où apparemment le gouvernement est devenu généreux et que le rassurez-vous, fait les choses de manière, on va dire, rapide, urgente. Rassurez-vous que nous sommes en contact permanent avec les services du ministère des Outre-mer pour justement gommer un petit peu et pour qu'ils nous donnent ce qu'ils nous doivent, qu'ils nous avaient promis, entre guillemets. Et donc, je ne suis pas le seul. Il y a la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous attendons fortement ce petit coup de pouce de l'État pour combler un peu ce manque. Ensuite, effectivement, le Covid est arrivé et tout a été remis en cause dans la mesure qu'aujourd'hui, les artisans souffrent. Mais souffrent vraiment. Quelles sont les remontées? Alors, que disent-ils? À ce jour, nous avons reçu plus de 2000 appels. Plus de 2000 appels et WhatsApp, et nous sommes suivis à plus de 3500 sur le Facebook de la Chambre des métiers. La plupart des choses qui sont remontées, c'est qu'aujourd'hui, l'artisan, il n'arrive pas à entrer dans le portail. Bon, là, ça s'est vraiment amélioré. Depuis une quinzaine de jours, ça s'est vraiment amélioré. Mais ils sont inquiets parce qu'il y en a parmi eux, ce sont des très petites entreprises. Il faut savoir que dans le giron de l'artisanat, sur les 17 000, nous avons plus de 66% d'artisans qui n'ont pas de salariés. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'entraient pas dans le dispositif. Ça s'est amélioré entre-temps. Mais vous savez qu'il y a des artisans qui se trouvent dans les îles, qui se trouvent sur le nord Basse-Terre, qui n'ont pas aussi le matériel adéquat. Donc, ils nous appelaient pour demander à la Chambre de les aider pour accéder au portail. Mais après, vous savez qu'il y a un moment, il faut entrer le code personnel. Donc, on leur demandait de se rapprocher de quelqu'un de proche pour trouver des solutions pérennes pour entrer et bénéficier ne serait-ce que des 1 500 euros. Ensuite, vous avez des artisans qui n'ont pas été habitués à ne pas travailler pendant 1 mois, 2 mois. Vous voyez, vous prenez les coiffeurs, vous prenez les taxiteurs, aujourd'hui, qui sont confinés, mais qui sont inquiets. Pour les taxiteurs, voilà. Il n'y a plus personne aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, les charges continuent de courir. Il faut payer. Bon, très bien, les taxiteurs aujourd'hui ont eu un coup de pouce de la région pour la détaxe du gasoil. La semaine prochaine, nous allons leur donner, avec l'aide de la région, les TPE, pour qu'il y ait ce moyen de paiement pour éviter le contact avec de l'argent. Donc, nous sommes en train de travailler pour vraiment régler ce problème avec les taxiteurs. Mais aujourd'hui, les artisans, ils sont inquiets. Ils sont vraiment inquiets. Parce que rester fermé pendant 2 mois, voire même 2 mois et demi, il y en a aujourd'hui qui ne vont pas avoir les reins solides pour tenir. Et c'est pour ça que donc, nous, à la Chambre des métiers... vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de fermetures d'entreprises? J'ai envoyé un courrier la semaine dernière au préfet justement pour
lui demander un petit peu de souplesse, parce que nous avons rencontré la ministre des Outre-mer en visioconférence. Chaque semaine, on rencontre la ministre. Pas plus que demain encore, on va la rencontrer en visio pour le plan de relance de l'économie. Nous lui avons suggéré effectivement de faire comme la Guyane, d'alléger un petit peu la pression fiscale sur les très petites entreprises pour qu'ils bénéficient de cette aide aussi de l'État. J'attends la réponse, mais je crois que c'est en bonne voie dans la mesure que l'État a un petit peu allégé pour que les entreprises qui ne sont pas à jour de cotisation sociale et fiscale bénéficient de cette aide. Mais s'ils ne sont pas à jour, il faudrait qu'ils mettent en place un moratoire pour régler. Alors justement, il y a des aides au niveau de la région et notamment au niveau de ce Fonds national de solidarité où, si ma mémoire est bonne, la région a mis 1 million d'euros et aussi le département 1 million d'euros. Alors déjà, que pensez-vous de cela? C'est une très bonne chose. Mais est-ce suffisant? Alors, concernant l'aide de la région, et c'est pareil, c'est très bien. Je remercie la région aussi qui justement joue le jeu, qui fait vraiment en sorte pour que les entreprises ne restent pas sur le côté. Ils ont mis en place effectivement un fonds d'urgence de 3 000 à 15 000 euros. C'est concernant le volet 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds d'urgence est quantifié pour un certain nombre d'entreprises de 0 à 5 salariés, d'accord, certes c'est bien, mais c'est surtout pour les entreprises individuelles et les EIRL. Donc, lors de la rencontre la semaine dernière de la CTAP, j'ai interpellé le président de région pour lui dire, Monsieur Chalus, c'est très bien. Par contre, il faudrait élargir un peu pour faire bénéficier les EIRL, les SAS ou les SARL, parce qu'ils ont constaté qu'à ce jour, effectivement, il y avait des entreprises qui bénéficient de cette aide, mais ce n'était pas suffisant. Donc, là, j'ai rencontré les services du cabinet de M. Chalus pour avancer dessus, accélérer la donne pour qu'il y ait un maximum de TPE. Je rappelle, aujourd'hui, c'est que l'État a mis en place des aides, les 1 500 euros, le chômage partiel, le PGE, le prêt garanti d'État. Mais le prêt garanti d'État, la semaine dernière, il y avait 358 entreprises qui ont bénéficié de cette aide à hauteur de 111 112 000 euros. J'ai entendu hier, il y a plus de 1000 entreprises. Donc je reste sur le principe, c'est 358 entreprises. Quand on fait le calcul, les ratios, ça vous donne, grosso modo, 360 000 euros par entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est des très petites entreprises qui bénéficient? Non. Et c'est pour cette raison... c'est remboursable. Oui, voilà. Et c'est là aujourd'hui que c'est remboursable parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, et c'est l'artisan me dit, mais on m'a empêché de faire mon chiffre d'affaires et pour que j'arrive à être en équilibre, je dois emprunter cet argent que je dois rembourser. Et c'est là, quelque part, les artisans, ils me disent, mais aujourd'hui, je préfère de fermer l'entreprise et de travailler au noir. Et c'est ce que j'ai dit dans mon courrier au préfet. Attention, le 11, parce qu'on a déjà eu beaucoup d'appels au sein de la Chambre de métiers, attention que demain matin, notre centre CFE ne soit pas explosé d'artisans qui viennent déposer le bilan et qui se retrouvent en illégalité sur le marché. Mais attendez, au niveau de ce Fonds national de solidarité, de toute façon, cet argent est versé à l'État par nos collectivités. Tout à fait. Alors, question comme ça, est-ce que, selon vous, puisque c'est l'État qui va gérer, est-ce que, selon vous, il n'était pas plutôt judicieux de garder ces 2 millions d'euros, d'utiliser au niveau local, en ayant un vrai regard sur la disposition, plutôt que de mettre ces 2 millions d'euros d'un fonds d'État où on n'a aucune maîtrise de ça. Je suis d'accord avec vous, Madame Boissé, et c'est pour cette raison que la région, aujourd'hui, nous a demandé de faire des propositions. Et quand on a relevé cet état de fait en disant qu'effectivement, il serait judicieux de mettre ce fonds d'aide à bon escient pour l'utiliser autrement. Parce que le gérer notamment localement. Voilà, et de le mettre dans notre plan de relance. Aujourd'hui, moi, comme je dis, la région joue le jeu, il joue son rôle très bien. Mais nous devons tous ensemble
trouver des solutions pérennes, trouver les voies et moyens de sortir de cette crise et créer un nouveau modèle. Je pense que c'est aujourd'hui, ce virus nous donne le là pour dire maintenant, créons le modèle économique guadeloupéen, comme on veut l'appeler, mais un nouveau modèle économique. Et c'est pour cette raison que la région... Est-ce qu'on a les moyens de créer ce nouveau modèle économique? Est-ce qu'il y a déjà cette volonté? C'est surtout ce que j'allais dire. Il faut qu'il y ait de la volonté, parce que lors de la dernière réunion qu'on a eue, c'est pas de la CTAP, c'est avec le SGAR, la DRFIP, la Diète et la région. Mais effectivement, la région nous a demandé à tout chacun aux chambres consulaires de faire des propositions. Donc, chacun prépare son plan de relance et on va étayer tout cela, travailler de concert ensemble. Pour une fois, il faut qu'on travaille de concert. Il n'y a pas une question de petit, de gros, de moyen aujourd'hui. Parce que le petit artisan, le maçon, c'est celui qu'on retrouve qui fait les hôtels, qui fait les gîtes. Le petit caroleur, qui n'a peut-être pas de salariés ou qui a des salariés, mais c'est lui qui construit l'avenir de la Guadeloupe. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, on doit compter avec l'artisan et l'artisanat. Nous sommes quand même, faut le rappeler, nous sommes quand même plus de 50 000 salariés. Donc, sous les 17 729 artisans, il y a plus de 50 000 personnes qui gravitent, qui travaillent pour l'artisanat guadeloupéen. Donc, on a un vivier, on est quand même le numéro 1 en France, c'est le 3e après l'administration et le commerce. Je reviendrai avec vous tout à l'heure sur d'autres questions, puisque nous avons déjà un appel de téléspectateurs. Nous leur récupérons une question pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Oui. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est le président de la Chambre des métiers qui est présent. Oui, monsieur Gabriel Froid. Le président de la Chambre des métiers. Oui, monsieur. J'aurais aimé y avoir rendez-vous avec lui. Ah. Dans la télévision, hein. Ben, allez-y, posez votre question. J'aurais aimé avoir rendez-vous avec lui à l'antenne. Allez-y. Vous êtes à l'antenne, monsieur. Oui, je sais, mais est-ce que lui, ils peuvent me donner rendez-vous? Ah. D'accord, alors, c'est un rendez-vous. Vous êtes monsieur Molia. Je suis un ancien membre à la Chambre des métiers. Alors, je ne sais pas si on récupère le numéro de téléphone de ce monsieur à l'antenne ou plutôt il donne hors antenne et monsieur, nous transmettrons votre numéro à monsieur Foy. Oui, si vraiment il a mon numéro, il peut me donner rendez-vous à n'importe quel moment et on prendra rendez-vous à l'antenne pour lui expliquer comment, puisque je suis un ancien membre, je puis lui expliquer comment que la Guadeloupe est partie dans donc nous avons laissé la Chambre de métier. D'accord. Donc, laissez vos coordonnées hors antenne, monsieur, et nous transmettrons à Gabriel Foy. Voilà, merci. Donc, il n'y avait pas forcément de questions. Alors, comment voyez-vous cette reprise? Alors, on parle de cette date du 11 mai. Est-ce que pour vous, ça sera la date qui va tout déclencher et que tout va se remettre en place? Il y aura alors, tout va recommencer comme ça s'était arrêté. Est-ce que c'est cela? Je ne pense pas. Il faut qu'on reste logique. La crise, elle est là, elle va perdurer. Le virus, il est là, il circule. Donc, nous allons reprendre progressivement. Le 11, c'est exactement la date butoir pour redémarrer. Mais il ne faut pas se leurrer que les activités vont reprendre peut-être à 20, 30, 40%. On ne sait pas. On est dans l'expectative. On ne sait pas aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, il n'y a pas d'avion qui rentre. Donc l'économie est en berne. Les hôtels sont fermés. L'hôtel qui reçoit le touriste, ben, c'est le touriste qui arrive à l'aéroport, que le taxiteur l'emmène à l'hôtel, vous voyez. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Donc, nous n'avons pas de touristes, peut-être pas avant le mois de septembre, voire octobre. J'invente peut-être quelque chose, mais sur ce que j'entends sur l'actualité, c'est ça aujourd'hui. Donc,
nous sommes quand même un peu inquiets. Donc, nous devons, comme je l'ai dit, repenser. Un peu ou beaucoup? Je dirais un peu. Il ne faut pas être beaucoup parce qu'il faut être quand même optimiste. Sinon, ce n'est pas la peine. Je sais qu'il y a des secteurs d'activité qui vont souffrir. Et nous devons tout faire justement pour aider ces secteurs d'activité, pour rebondir, remonter la pente, même si je sais quand même qu'il y en a quelques-uns qui vont rester sur le bas-côté. Le président a dit la dernière fois, il ne laissera personne sur le bas-côté. Je serai là pour le rappeler, pour lui dire de ne laisser aucun artisan sur le bas-côté. Il y a un mot qu'il a employé, nous sommes en guerre. Très bien, mais j'attendais des mesures de guerre. Et pour l'instant, je dirais peut-être qu'il y a des mesurettes. Parce que pour moi, ce n'est pas suffisant pour vraiment, vraiment sauver l'économie guadeloupéenne, tout en sachant que, je dis très bien, souvent, le TPE de Guadeloupe n'est pas le même TPE qui est en Île-de-France. L'économie guadeloupéenne était déjà en difficulté. Donc, et n'a pas été sauvée. Voilà. Donc, comment comprendre qu'avec tout ce qui s'est passé, le président aura les moyens de sauver l'économie guadeloupéenne et pas seulement. Nous partons du côté du téléphone et je reviendrai avec vous parce que cette partie est très intéressante puisqu'on attend beaucoup de l'État. C'est ça. Mais est-ce que l'État aura les moyens de faire face et cela, c'est vraiment une grande question. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Allez-y, monsieur. Je m'appelle Emmanuel, je travaille dans le domaine du tourisme. Oui. J'ai un gîte à Saint-François. On se pose énormément de questions parce qu'on ne sait pas quand le tourisme va reprendre, quand les avions vont repartir. Est-ce qu'on va avoir du monde cet été? Est-ce qu'on va avoir du monde à la Toussaint? Est-ce que la saison prochaine va être bonne? On nous propose des prêts cautionnés, c'est très bien, mais c'est déjà pas facile aujourd'hui. Mais on va s'alourdir encore avec des charges d'un crédit à rembourser, plus éventuellement un loyer qui a été mis en stand-by qu'il va falloir rembourser aussi. L'électricité continue à prélever sans demander. C'est compliqué. Moi, j'ai investi 40 000 € pour faire des travaux dans mon gîte en 2019. Je rembourse déjà un prêt. J'ai un crédit à rembourser aussi pour mon gîte. Ça va être la mort assurée de bon nombre de petits commerces ici et aller m'alourdir encore des charges avec un remboursement de crédit, ça va pas être possible, quoi. Voilà, j'ai perdu un gros client, on va avoir XL Airways qui était là jusqu'en octobre qui n'a pu arriver, donc des clients en moins. Corsair, a priori, n'est pas bien non plus. Qu'est-ce qui va en advenir des autres compagnies? Enfin voilà, on n'a pas de réponse. Je comprends qu'on puisse pas nous répondre à ce stade, mais c'est l'interrogation. Merci monsieur. Donc voilà une illustration. On va marquer une courte pause et puis nous reviendrons. Monsieur, restez à l'écoute de notre programme puisque nous reviendrons sur votre question et on avait un petit peu abordé cela puisque ce qui est proposé en règle générale, ce qui est substantiel, il va falloir rembourser. Alors comment rembourser et ça on va y arriver d'ici quelques instants. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de notre émission et bien sûr, l'antenne est ouverte puisque vous avez la possibilité de poser vos questions et nous revenons avec vous, Gabriel Foy, sur le téléspectateur précédent qui était très inquiet et qui disait oui, mais j'ai déjà moi des prêts. Si je veux essayer de garder la tête hors de l'eau, il me faut encore faire un prêt, puisque, OK, on me garantit de l'argent, mais il va falloir faire un prêt pour le rembourser. C'est ça. En fait, le PGE, c'est ça. Le PGE, en fait, c'est l'argent, c'est du chiffre d'affaires que tu n'as pas fait pendant 2 ou 3 mois, que l'État, en fait, te prête pour rembourser. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Donc, les 3 mois, les 2 mois que tu n'as pas eu de chiffre d'affaires, par exemple, si ça représente 100 000 €, 150 000 €, ben, tu fais un emprunt pour le rembourser. Tu rembourses un chiffre que tu n'as pas fait. Et quelque part, c'est encore une fois endetté. S'endetter un peu plus. C'est s'endetter un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se leurrer à la fin d'année.
les 3/4 des entreprises auront un bilan négatif. Hein. Ils auront un bilan négatif parce que les capitaux seront inférieurs aujourd'hui parce que quand on a perdu ce chiffre d'affaires-là, on ne l'aura pas. Eh bien, il faut le rembourser parce qu'on a besoin de prêts. Il y a un combat à mener peut-être, excusez-moi de vous dire ça, mais est-ce que vous êtes déjà unis, vous qui êtes président de structure, pour essayer de faire entendre votre voix et de dire, parce qu'aujourd'hui on a eu ce téléspectateur qui nous donnait tout ce qu'il y avait au-dedans de lui en nous faisant passer ses inquiétudes. Et il dit, moi, je peux plus, autant ne pas réouvrir plutôt que d'aller dans ce sens-là. Mais est-ce que vous êtes suffisamment volontaire? Est-ce que vous avez suffisamment de poids pour vous faire entendre et faire en sorte que les entreprises, quand même, soient suffisamment aidées? Parce que s'il faut que ces entreprises soient soi-disant aidées et se retrouvent dans plus de difficultés, ça n'a pas de sens. Alors, lors de la CTAP la semaine dernière avec la région, toutes les chambres consulaires étaient présentes. CCI, UDE-MEDEF, la FTPE, la CGPME, tout le monde était représenté. Tout le monde a parlé d'une même voix. Après, aujourd'hui, on peut tous parler d'une même voix, mais il faut qu'on ait la volonté. Alors, mais si vous parlez déjà d'une même voix... Oui, c'est déjà une bonne chose. Oui. C'est déjà une bonne chose. Je prends un exemple tout simple. La crise a démarré le 17 mars. Nous avons rencontré en audioconférence sur ce même plateau M. Thomas Courbe, où dès une semaine après, je lui disais, M. Thomas Courbe, qui est le directeur des entreprises de France, il faudrait que l'État prenne en charge les charges sociales et fiscales, tout de suite. Il y en a qui vous disent non, on va faire un report, mais on verra cas par cas. Je leur ai dit non, cette crise va perdurer tout de suite. C'est très bien, la FTPE est rentrée dans la danse, l'UDE-MEDEF est rentrée dans la danse. Dernièrement, le président de région a pris part, c'est très bien, c'est super. Aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on sectarise en fait les aides. C'est-à-dire que les restaurateurs restent fermés pendant 3, 4 mois, 5 mois, ok, d'accord. Mais le coiffeur qu'on a fermé. Et bon, j'ai cru comprendre aujourd'hui que l'État commence à changer son fusil d'épaule sur la pression parce qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à faire du bruit parce qu'ils n'arrivent pas. Maintenant, ils te disent que l'État prenne en compte les charges sociales et fiscales sur que 3 mois sur certaines entreprises. Non, certaines entreprises. C'est discriminatoire, je suis désolé. Parce que les entreprises qui ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires et qu'on leur demande aujourd'hui de faire un crédit pour avoir l'équilibre, c'est pas sérieux. Donc, je dis, c'est soit on est ensemble et que toutes les chambres consulaires et que tout le monde, que le président de région l'a dit très clairement, il faudrait que l'État prenne en compte les charges sociales et fiscales sur l'année 2020 parce que la crise, l'économie ne va pas démarrer tout de suite. Donc, les entreprises aujourd'hui vont souffrir. Il y aura des licenciements qui vont se faire. Est-ce qu'il faut vraiment tout miser sur l'État? Non, alors il y a un moment, vous savez, tout ce qui est charges sociales et fiscales, je ne voudrais pas qu'on fasse comme les États-Unis. Vous savez, du jour au lendemain, on met les gens dehors. Non, on est dans un système français qui est protégé. Donc aujourd'hui, l'État doit jouer son rôle. C'est le rôle de l'État. Après, on est des grands garçons aujourd'hui. Je pense que c'est le moment, comme je l'ai dit en préambule, de créer un modèle économique guadeloupéen. On est entouré d'îles de la Caraïbe. D'accord, les avions n'entrent pas de métropole. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire la navette entre la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Caraïbe? On a un potentiel de plus de 1,5 million de touristes dans la Caraïbe, si ce n'est pas plus. Travaillons, on a signé dernièrement une charte avec la CARICOM. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de travailler en caribéen? Alors, pour créer un modèle. Est-ce que ça peut s'inventer juste maintenant? Parce qu'avant, il y avait eu cette idée de travailler avec la Caraïbe et tout ça. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, la crise est là. Par rapport au Covid, ben oui. On va se dire, je prends un exemple. Maintenant, on va fonctionner. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas aller à Paris en juillet, août. D'accord? Mais les Martiniquais peuvent venir en Guadeloupe, les Guadeloupéens peuvent aller en Martinique, ils peuvent aller en Guyane, on peut aller à Sainte-Lucie et vice-versa. On crée un lien. S'il n'y a pas moyen de le faire par avion, ben on le fait par bateau.
peut-être pas en Guyane, mais trouver des solutions pour sortir de cette crise et ne pas attendre encore une fois que l'avion sorte de métropole. Alors, ce qui se dit, c'est que le virus circule encore et qu'il va falloir vivre Oui, avec. mais je pense que la Caraïbe est un peu plus protégée quand même. Je pense que on peut trouver des solutions. On peut mettre en place une organisation de contrôle à l'aéroport, aux frontières. Et quand un touriste vient, il prend pas. Je pense que si on veut vraiment faire développer l'économie de son île, on doit trouver des solutions pérennes. Et c'est vrai que ne pas attendre. Créons un modèle local. Vous nous donnerez quelques idées par rapport à ce modèle local. Exemple. On y arrivera d'ici quelques instants puisque nous avons déjà depuis un petit moment un appel téléphonique. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô, oui. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, j'écoute l'émission là. Bonsoir, Président. Bonsoir. J'aurais aimé savoir exactement la définition d'un artisan. Qu'est-ce qu'un artisan? Parce que j'ai l'impression que chez nous en Guadeloupe, il y a un manchisme total concernant l'artisanat. Il y a une émission hier soir dans une autre télé. Je me suis offusqué parce que le président de la Chambre n'était pas représenté. Mon président n'est pas Nagam. Nagam ne représente pas les artisans. On est quand même 17 740 artisans. On a une chambre consulaire. Lorsque je vois que la CCI est représentée, l'association des locataires est représentée, le président de l'artisanat de la Chambre des métiers n'est pas représenté, n'est pas sur ce plateau-là. Quelle légitimité pour l'artisanat guadeloupéen? Il est chez nous ce soir, monsieur, donc c'est déjà bien. Alors que c'est nous qui faisons l'économie de la Guadeloupe, la première entreprise de la Guadeloupe. Nous parlons de pandémie, mais nous devons savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises qui resteront sur le carreau. Alors on doit dès maintenant, à mon avis, respecter un artisan. Parce que il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pratiquement rien du tout. Et en plus, ce qui m'a encore offusqué, c'est que même le président de la Chambre d'agriculture n'était pas présent. Alors que nous parlons de pandémie actuellement, les agriculteurs ont des difficultés, les artisans ont des difficultés. Certes, il y a des mesures qui sont mises en place. Mais est-ce que ces mesures-là, est-ce qu'elles sont suffisantes? Ce que moi je demanderai ce soir à mon président, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires auprès des instances dirigeantes pour que l'artisan soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il suffit que nous disons un matin, on ne se réveille pas. Nous restons chez nous. Tout à fait. La Guadeloupe ne tourne pas. Pas de mécano, pas de coiffeur, pas de couturier, pas de boulanger, pas de boulangerie, et même les cercueils pour pouvoir nos parents dans leur dernière demeure. C'est qui on retrouve toujours. Voilà mon interrogation ici ce soir. Et je ne parle même pas de pandémie, parce que
pour moi, la pandémie existait déjà toujours. Merci, monsieur, pour cette Une dernière interrogation, et je vais m'en arrêter là. Une dernière interrogation. Lorsque je vois que le président Salter, paix à son âme, est décédé, pas même un petit mot. Pas même un petit mot pour ce bonhomme-là. Alors, si c'était un journaliste qui était décédé, si c'était un artiste, si c'était... Oh, il y aurait eu une petite bande disant qu'un tel est décédé, un tel est décédé. Mais ce bonhomme-là, il est président de toutes les chambres de métiers de France et de Navarre. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon, on va pas dire quand même... oui, si c'est un journaliste ou quelqu'un d'autre. Bon, ça a été peut-être un oubli. Non, mais je remercie Canal 10 parce que Canal 10 l'a dit tout. Et c'est vrai que c'était un grand monsieur qui est mort du Covid et tout, et qui était très respecté sur le plan national. Un ami en plus intime du président de la République. Et je peux vous dire que ça a fait la une des journaux nationaux et régionaux parce qu'il est alsacien. Je réponds au téléspectateur, ce monsieur, mais c'est vrai qu'il a raison parce que je dis souvent, on ne respecte pas l'artisan. On ne le met pas à sa vraie place. C'est qui le on? Ça peut être nous, ça peut être les hommes politiques, ça peut être la population. J'essaie de comprendre parce que on considère toujours l'artisan comme un moins que rien. Et c'est ce qui... Les mentalités ont changé quand même. Oui, les mentalités ont changé. Je dirais pas vraiment. Pourquoi? Parce que normalement, l'artisan et l'artisanat doivent être dans tous les débats publics. Il a très clairement dit ce soir, s'il n'y a pas un artisan, le CHU, on ne peut pas le construire. C'est le BTP. L'artisan représente 44%. Qui c'est qui construit l'hôpital en ce moment? Ce sont des artisans guadeloupéens. Est-ce que les artisans eux-mêmes se mettent en valeur? Est-ce qu'eux-mêmes ont effectivement, de se montrer? Pour quelle raison? Parce que souvent, on a toujours été désorganisé dans ce pays. C'est-à-dire que chacun reste dans son coin, que ce soit les organisations professionnelles et tout. Et c'est pour cette raison que je demande aujourd'hui que nous devons nous regrouper ensemble pour être respectés et plus forts. Parce que nous sommes une force dans ce pays. Les 17 000, ce qui représente... Et je prends un exemple. Nous avons 400 artisans pour 10 000 habitants. Ou en métropole, il y a, pour le même nombre de personnes, il y a 150 artisans. Ce qui veut dire que nous avons un savoir-faire guadeloupéen. Quand on ne trouve pas de travail sur le marché, un jeune crée son entreprise. Donc... Sur les 3 ans, nous avons 81% d'entreprises de TPE qui tiennent la route. Sur le plan national, c'est 70%. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que l'économie et la richesse et cette crise, on pourra s'en sortir avec les TPE. C'est les TPE qui vont amorcer le là pour permettre à l'économie de développer, de refaire surface et pour permettre aux PME et aux grands de continuer. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, allez-y. Oui, Madame Boissé. Oui. Je vous dirai franchement, ça fait quelques années que je vous suis à la télé. Vous faites une superbe émission. Mais moi, je prendrai le langage en créole parce que moi, je trouve qu'il y a trop de dramatiser. Il faudrait arrêter de dramatiser sur cette situation qui est actuelle. Alors, moi, quand on n'est pas en créole, arrêtez de dramatiser en fait on est événement qui est le coronavirus. Si là, qui a porté là son président d'artisan, il y a un grand temps qui fait ce que nous avons compris aussi, des sorties de constat là que nous avons fait, là que nous avons parlé sont réalité. Passer à autre chose. Regardez pour l'avenir. Pas regarder pour qui actuellement là. Ça qui a fait, passer à autre chose. C'est ça qu'on a dit. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci pour cette intervention. Alors, justement, monsieur, vous nous donnez l'occasion d'arriver
Voilà. à cette question, à ce nouveau modèle dont vous parlez, ce nouveau modèle économique. Alors, que mettrez-vous dedans? Alors, être plus proche des artisans aujourd'hui. Vous savez, il faut dématérialiser. Il faut rendre l'artisan plus visible. Donc, au sein de la Chambre des métiers, nous sommes en train de travailler, de créer une plateforme numérique pour vraiment, par exemple, demain matin, vous cherchez un plombier, ben, vous irez sur la plateforme numérique de la Chambre des métiers où vous pourriez voir le plombier qu'il vous faut pour réparer votre salle de bain. Aujourd'hui, nous devons moderniser, trouver des solutions pérennes et aussi être plus à l'écoute des artisans. Ensuite, se regrouper. Quand je dis que se regrouper en organisation professionnelle pour être plus fort, pour être plus compétitif, pour répondre aux marchés publics. Parce que les marchés publics, le plus souvent, ce sont les gros qui les récupèrent et les TPE sont très à côté. Donc, il faut vraiment réorganiser. Avoir un nouveau modèle économique, c'est surtout aussi mettre en place aussi des avancées avec les politiques. C'est-à-dire que la région, le département, trouver des solutions pérennes pour que ce pays, Guadeloupe, prenne, je ne dirais pas enfin son envol, mais travaille différemment. N'attendons pas forcément tout vienne de métropole. Je prends l'exemple des tissus. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une crise mondiale, mais maintenant, nous avons un marché à voir avec le tissu, avec les couturiers, pour faire les masques en tissu. Mais ce serait en ce moment de démarrer faire plusieurs séries de masques pour la population. Ça commence par là. Les agriculteurs ont déjà commencé à préparer, de faire du drive pour servir les gens pour les paniers pays, etc. Mais créons, comme je l'ai dit encore une fois, un logo guadeloupéen, disant, bon, maintenant nous créons des masques via nos couturiers, c'est un marché à prendre. Et la région a très bien compris cela en lançant justement une commande via les couturiers de Guadeloupe. Nous sommes en train de travailler dessus. Toutes les entreprises devraient le faire. Les entreprises devraient le faire. Parallèlement à cela, il y a aussi cette incitation à ce que les particuliers fassent leurs masques, s'achètent du tissu et fassent leur masque. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu faire en sorte que cette initiative locale soit en difficulté aussi? Le président que je suis ne tolérerait jamais que je ne dirais pas que oui, il faut que tout le monde fasse des masques et tout. Non, on a quand même plus de 250 couturiers au sein de la Chambre des métiers. Ce serait justement pour organiser avec le syndicat et sensibiliser la population pour acheter les masques guadeloupéens. Parce que je sais qu'il y aura des masques qui vont entrer. On ne peut pas faire face à la demande parce qu'il nous faut aujourd'hui plus d'1,2 million de masques. Aujourd'hui, d'ici la semaine prochaine, il y aura des masques de Vietnam qui vont entrer, du Maroc et de la Tunisie parce qu'on n'en a pas suffisamment pour subvenir aux besoins et surtout des masques qui sont aux normes. Nous avons fait plusieurs rencontres avec les couturiers, avec la région. La région nous donne un beau coup de main, commande le tissu pour les couturiers pour vraiment répondre. Nous avons une entreprise locale, un Guadeloupéen, qui justement a fait des tests pour justement faire la demande, pour répondre à la demande, pardon. Et aujourd'hui, ce jeune Guadeloupéen est prêt et en capacité de fournir plus de 60 000 masques déjà. Donc, nous travaillons dessus pour que ce métier, pour pérenniser le travail et que les couturiers demain matin aient un marché à prendre et qu'on n'ait pas de masques qui viennent de l'extérieur. Il y a des masques, il y a le gel hydroalcoolique aussi. Effectivement, il y a le gel. Bon, je ne sais pas pour les gants, parce qu'on pourra pas. Mais ce serait aujourd'hui le moment, comme je dis, de créer, de faire des choses sur place. On fait venir la matière première et on le fait sur place nous-mêmes. On a la capacité. Est-ce qu'on peut penser, nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons, mais c'est vrai qu'on parle de la Guadeloupe, mais après, vous avez dit qu'il va falloir pérenniser tout cela. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'un jour, on pourrait exporter nos masques? Pourquoi pas? On exporte bien des melons de qualité, donc on peut. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir, Madame. Monsieur Foy. Bonsoir. Donc, moi, j'appelle tout simplement pour encourager Monsieur Foy et le féliciter. Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion
de l'avoir au téléphone durant cette crise, puisque je suis artisan moi-même. Et donc, il m'a donné la personne à contacter. Et j'ai eu très vite les renseignements que j'avais besoin et comment faire. Et j'ai pu donc obtenir le fonds de solidarité de l'État grâce à ces renseignements-là. Donc, je voulais vraiment l'encourager. Et je sais aussi que c'est quelqu'un qui est un bosseur, qui travaille. Et les artisans, ce sont des gens vraiment qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui sont sur le pied de guerre très tôt. Donc, je voulais vraiment encourager les artisans ce soir, leur dire qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut y aller. On va s'en sortir et de garder espoir. Voilà, simplement. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, Nous sommes l'avenir de la Guadeloupe. Donc, que faut-il retenir, Gabriel Foy, de ce nouveau modèle que vous appelez de vos voeux? Qu'est-ce qu'il faut retenir simplement? C'est que nous avons la volonté, nous avons la force, nous avons l'intelligence, nous avons le savoir-faire. Nous sommes une terre de champions et donc nous allons réussir. Et c'est pour cette raison que ce soir, je dis, vous devez compter avec les artisans. Vous ne devez pas faire, vous n'avez pas le choix, parce que quand on tire la chasse, c'est un plombier. Quand on veut offrir un bouquet, c'est un fleuriste. Quand il pleut, c'est un charpentier. Pour avoir une belle maison, c'est un peintre. Donc, nous sommes partout. Donc, on ne peut pas faire sans nous. On doit faire avec nous, mais nous respecter dignement. Et ce que je demande, c'est que la profession, on s'organise. Vous voyez, cette crise aujourd'hui nous permet de voir les choses différemment, de se respecter, de s'apprécier, de travailler ensemble, de faire les choses ensemble et surtout, comme je le dis, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ce beau pays qui est la Guadeloupe. Parce qu'on a une richesse, on a une beauté naturelle, on ne se rend même pas compte. C'est quand on va à l'étranger, on se dit « waouh, on est bien chez nous ». Donc ce modèle économique que nous devons créer, nous devons le créer avec tout ce qu'on a autour. On a tout ce qu'il faut pour réussir. S'il fallait, puisque nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, malheureusement, ça va trop vite. Mais vous aurez l'occasion de revenir. Il faut laisser un message d'espoir aux artisans, que leur direz-vous? Moi, je leur dirais ce soir que la Chambre est à leur côté pour sortir de cette crise, mais sortir plus fort. Unis, ensemble, nous irons très loin. Je leur dirais que ce soir, cette crise, le virus partira, mais nous resterons. Et nous devons construire la Guadeloupe de demain avec nos enfants. Et pour faire le parallèle, je fais aussi un appel solennel aussi. Je sais que ce n'est pas évident. Nous avons beaucoup de jeunes qui souffrent aujourd'hui parce qu'on a quand même plus de 60% de nos apprentis qui n'ont pas été payés ce mois-ci. Alors je demande de grâce, faites un effort pour que ces jeunes de demain deviennent patrons demain matin. L'État nous a donné la chance de mettre en place le chômage partiel. Donc, j'aimerais que les salaires du mois de mars soient payés pour les apprentis qui n'ont pas été payés. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais ce sont des jeunes de demain, ce sont des chefs d'entreprise de demain. Vous avez des remontées d'apprentis? On a beaucoup de remontées d'apprentis, au moins 60% qui disent qu'ils n'ont pas été payés. Et c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, je sais. Moi-même, je suis patron, j'ai 6 apprentis et j'en souffre aussi. Mais nous devons faire ce geste pour eux parce que c'est l'avenir de demain et c'est les chefs d'entreprise de demain. Donc, cette crise va s'arrêter, mais nous devons continuer à travailler et nous devons construire la Guadeloupe de demain. Merci. Voilà. Merci Gabriel Foy d'être venu sur ce plateau. Nous aurons bien sûr, après le 11 mai, l'occasion de nous retrouver peut-être avec quelques artisans. Pas de problème. Pour un petit peu dire aux Guadeloupéens comment cette reprise s'est faite, quelles ont été les difficultés et si vous avez pu aborder les solutions. Mais on a des solutions. Et je le redis encore une fois, nous devons travailler main dans la main. Les taxiteurs qui ne travaillent pas aujourd'hui, peut-être trouver des solutions avec eux pour véhiculer la population. Il y a des solutions, mais il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on trouve les solutions ensemble. La région a la volonté, le département a la volonté, les chambres consulaires. Alors maintenant, on arrête de parler, on se met au travail. Merci à vous. Merci Madame Boissé, merci Canal 10 et bonne soirée à tout un chacun. Et merci. Bonne soirée les îles du Sud, très important, terre de bas, terre de haut, Marie-Galante Désirade. Bonne soirée à vous.
Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec un invité politique. Nous partirons du côté de la commune du Moule avec le maire Gabriel Louis Carabin. Excellente soirée. Notre Gabriela. Oui.